Bonjour, ce soir je ne vais pas intervenir comme responsable de la chaîne TV Chronique d'une colère ordinaire, non, mais comme je me revendique comme un gilet jaune. Non, non pas un gilet jaune opératif qui va dans les manifestations, qui va sur les barrages, ou qui revendiquent dans les rues. Non, un gilet jaune spéculatif parce que, à mon âge, à 83 ans avec un cœur malade, il m'est bien difficile de faire toutes ces activités que j'aurais souhaité faire si j'avais été en meilleure santé. Qu'est-ce que je peux faire donc? Si ce n'est manifester mon soutien à ma façon, c'est-à-dire en portant un gilet jaune sur moi, en le mettant dans ma voiture quand je circule dans la rue, donc quand je circule en voiture, et également donc en faisant des vidéos pour dire mon soutien et ce que je pense sur le mouvement et éventuellement sur les solutions à y apporter et sur les idées que je me fais quant aux solutions qui ont été proposées par les uns ou par les autres. Voilà. Tout d'abord, je voudrais essayer de vous dire ce que je ressens, donc devant cette montée des colères, ces ressentiments, et ce que j'ai ressenti particulièrement lors de l'émission du 2 décembre au soir sur la chaîne 2 de la télévision française, l'émission consacrée spécialement aux Gilets jaunes. Alors, dans cette émission qui était présentée par Léa Salamé et Thomas Soto, il y avait comme invité, je crois, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Todd, Natacha Polony, et puis il y avait 3 gilets jaunes et 2 représentants de l'État, dont un secrétaire d'État et une députée de la République En Marche. Alors ce qui m'a le plus frappé dans cette émission, c'est le décalage qu'il y avait entre les paroles des Gilets jaunes, leurs revendications, et les paroles des représentants de l'État. Alors, les uns parlaient, les représentants de l'État jeunes, bien sur eux, parlant un langage châtié, parlaient de choses qu'on a entendues des milliers de fois, employer des éléments de langage ça ne sonnait pas véritablement comme une réponse réelle, une réponse ressentie, et ça sonnait en quelque sorte faux, quoi. On ne les sentait pas vraiment concernés. C'est curieux parce qu'ils auraient dû être concernés au premier chef et s'engager, on aurait dû les sentir engagés, mais non, on les sentait intellectuellement engagés, mais pas engagés par le cœur. Les Gilets jaunes, eux, parlaient avec leur tripes, avec leur cœur, particulièrement M. Barnaba, je crois, Barnaba, qui s'exprimait d'une façon extrêmement sincère et qui parlait de choses et d'autres, de choses de tous les jours, des difficultés que les gens rencontrent, les petites gens et les gens de moyens, la classe moyenne, qui rencontrent tous les jours les mêmes difficultés. Ce qui se passe dès qu'on met les pieds par terre chaque jour au saut du lit. Hein, je dois conduire mes enfants à l'école, je dois ne pas être en retard au travail, il faut, avec les embouteillages qu'il y a dans les grandes villes, etc., il faut que je parte en avance, mais les enfants, je dois les amener à telle heure, etc. Je dois penser à faire les courses, mais bon, il ne faut pas que je dépasse tel budget. Noël arrive, comment je vais faire? Comment je vais pouvoir offrir les cadeaux à mes enfants, etc. Donc toutes ces choses, tous ces problèmes qui semblaient passer vraiment par-dessus la tête de nos 2 jeunes représentants. Et ça m'a particulièrement marqué. La deuxième chose que j'ai remarqué également dans cette émission, c'est que curieusement, alors là c'est vraiment le fin des fins, quoi, c'est que
on n'a jamais pratiquement parlé de l'Europe. Une seule fois j'ai entendu le mot Europe, et seules 2 personnes ont soulevé le problème, que nous étions au sein de l'Europe. Et pourtant, c'est fondamental, c'est la base de tout. Natacha Polony a parlé un petit peu du problème à mots couverts, avec beaucoup de timidité, ce qui m'a étonné de sa part. Et Emmanuel Todt, lui, par contre, a mis un peu les pieds dans le plat en expliquant que tout ce qui était demandé et tout ce qui était proposé par les Gilets jaunes dans le mouvement revendicatif était bel et bon, peut-être, certainement même, mais qu'il était aux 3/4 irréalisable dans le contexte actuel d'une France au sein de l'Europe, et au sein de l'euro particulièrement. Et c'est là qu'est le cœur du problème, en fait. C'est là que depuis les Français ne sont pas sensibilisés à ce problème qui est la base de toutes les choses, de toutes les revendications, de tous les maux qui nous attaillent. Depuis 20 ans, les médias, toutes les télévisions, les journaux pour la plupart, sont aux mains des mêmes personnes, sont aux mains des grands groupes financiers, des grands groupes internationaux, qui ils vont pas se tirer une balle dans le pied, puisque c'est eux qui ont mis en place ce système. Donc, on vous rappelle, on vous ressasse, à longueur d'année, depuis 20 ans, que l'Europe c'est la panacée, qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'espoir en dehors de l'Europe. Tina, comme disait Tina, l'anglaise, la première ministre anglaise, il n'y a pas d'autre alternative. On vous ressasse ça à longueur de journée en vous disant que c'est la paix, la croissance, le plein emploi, que seule la concurrence libre et non faussée doit prévaloir et que le marché régularisera tout. Nous avons vu les résultats. Résultat, la crise des subprimes en 2008. Les banquiers, sans limite bien entendu, ont émis, vous connaissez l'histoire, ont émis des prêts ou des obligations ou des actions sur la base de créances pourries, etc. Des prêts qu'ils ont donnés à des gens qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne pourraient pas rembourser, etc. Tout ceci s'est compliqué au sein d'algorithmes savamment concoctés. Ils ont vendu des actions ou des obligations, des actions pourries à des gens, sachant que ces actions ne valaient rien du tout. Enfin, c'est des actions absolument, c'est des faits malhonnêtes, des faits répréhensibles, des faits même répréhensibles pénalement. Eh bien, tout cela pour arriver à la crise que vous connaissez. Donc, des errements et des aberrations du fait de banques, justement, et qui n'ont jamais été suivis des faits. Les banquiers, qu'ont-ils eu comme punition de leurs méfaits? Rien du tout. Croyez-vous qu'on a nationalisé les banques? Au lieu de les nationaliser, on leur a prêté de l'argent public et on les a laissés, comme par avant, libres d'agir. Croyez-vous qu'on a différencié les activités de banque, les activités classiques et les activités de spéculation? Nenni, rien, pas du tout. Les activités de trading à haute fréquence actuellement ont augmenté de telle façon qu'elles représentent aux États-Unis 90% de la totalité des actions, de la totalité du marché des actions. C'est quelque chose de catastrophique, c'est de pire en pire, et nous allons vraisemblablement, comme la plupart des experts s'accordent à le dire, vers une très prochaine crise financière mondiale, encore bien plus grave que celle qui s'est passée. Donc on en est là. La crise grecque, qu'est-ce qui s'est passé? On va vous dire que la Troïka royalement est venue en aide à la Grèce, pas du tout. Les prêts qui ont été donnés à la Grèce, ou prêtés à la Grèce, l'argent qui a été prêté à la Grèce, a servi à 80% à rembourser les créanciers, les banques créancières, les banques créditrices, et particulièrement les banques françaises et les banques allemandes.
Donc nous sommes actuellement dans une situation extrêmement grave et avec les mains liées. Et malgré tout ce qui se passe, malgré tous ces errements, malgré toutes ces injustices volontairement initiées par la Commission de Bruxelles, par la Commission de Bruxelles qui était menée par des ultralibéraux, pour la plupart anciens des banques, Goldman Sachs, etc., qui s'en sont sortis tranquillement après leurs méfaits. Donc, nous avons malgré tout cela les Français qui sont majoritairement encore pour l'Europe. Alors malgré toutes ces délocalisations donc, et la presque disparition de notre industrie, il ne faut pas l'oublier, notre industrie qui représentait 33% du PIB il y a une dizaine d'années, représente maintenant à peine 11%. Notre énorme déficit commercial également, qui est dû à la surévaluation, en grande partie la surévaluation de l'euro par rapport à l'Allemagne. L'euro est surévalué pour la France, bien plus pour l'Espagne, bien plus pour l'Italie, bien plus pour le Portugal, mais pour la France également, donc en gros 20% pour la France. Et ça nous entraîne un énorme déficit commercial, parce qu'il n'y a pas cette possibilité de taux de change que nous avions quand nous avions nos monnaies nationales. Donc tout cela a été fait pour favoriser l'Allemagne, bien entendu. C'est elle maintenant qui dirige l'Europe, qui impose ses vues, qui empêche justement tout un tas de propositions que nous faisons et qui empêchera tout changement, parce que ne croyez pas que vous pouvez changer l'Europe. Les Français vous disent, ceux qui sont un petit peu dubitatifs quant à l'Europe, disent oui, l'Europe c'est bien, mais c'est bien, ça serait bien si on pouvait la changer. Et on pourrait avoir une Europe sociale, etc. Enfin bon, tout ce qu'on... une vue de l'esprit. Parce que, en fait, vous ne pourrez jamais changer l'Europe. Pour changer l'Europe, il faut une majorité, il ne faut pas la majorité, il faut l'unanimité des États membres de l'Europe. Et croyez-vous que les États de l'Est et du Nord de l'Europe, qui bénéficient au maximum, la Pologne par exemple, je ne sais pas combien elle a de bénéfices, de crédits, d'argent qu'elle reçoit en plus de ce qu'elle donne. La France, elle, est débitrice de 9 milliards d'euros par an. La Pologne est créditrice de je ne sais pas combien de milliards d'euros. Et puis en plus, elle bénéficie de l'industrialisation du fait du bas coût des salaires. Et les autres pays, Lettonie, etc., l'Allemagne de l'Est, qui viennent des travailleurs détachés, etc., vous connaissez. Donc tout cela, ça empêche que vous ayez la moindre possibilité de la changer. Donc qu'est-ce qui reste comme solution? Il n'y a pas d'autre solution que d'en sortir. Voilà. D'autre part, il faut considérer aussi notre vassalité. La France n'est plus un État souverain. C'est ça, on ne le dit pas aux Français, bien entendu. Vous n'avez jamais entendu une télévision qui vous dit la France n'est plus un État souverain, jamais. Aucun journal n'en parle. Or, la France a perdu les attributs de la souveraineté, c'est-à-dire, elle n'a plus le pouvoir de la monnaie, c'est la Banque Centrale Européenne, elle n'a plus l'initiative des lois. Les lois sont à 80% d'origine européenne, et les lois les lois européennes doivent être reprises dans la législation française, et les lois d'origine française que le Parlement vote sans avoir d'instruction européenne ne prévalent pas sur les lois européennes. Dans l'hypothèse où elles seraient en conflit, c'est la loi européenne qui prime. Elle n'a plus la libre décision de la paix et de la guerre, puisque nous faisons partie du commandement intégré de l'OTAN. Donc, c'est pas nous qui allons décider de la guerre ou de la paix, sauf avec l'accord implicite des États-Unis ou de l'Allemagne. Et surtout, en ce qui nous concerne plus particulièrement, nous, Gilets jaunes, avec les revendications que nous formulons, la France n'a plus la maîtrise de son budget. Elle doit le faire approuver par la Commission européenne.
La Commission européenne émet des GOPE tous les ans, les grandes orientations de politique économique, lesquelles orientations de politique économique ont d'ailleurs, en 2017, pour 2017, avaient d'ailleurs repris toutes les grandes lignes des directives de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la non-augmentation du SMIC, les salaires bloqués, la baisse des retraites, la baisse du système retraite, etc. Le changement du code du travail, tout ça, ça a été demandé par les GOPE. Et ça, personne ne le souligne. Donc, nous avons perdu notre souveraineté. Nous ne sommes plus un État souverain. Nous sommes un territoire européen. D'ailleurs, le mot territoire, vous remarquerez dans les médias qu'on l'emploie de plus en plus. On n'emploie plus le pays ou l'État, mais on emploie le mot territoire maintenant. Voilà. Alors, bien entendu, si on veut revenir donc à une société plus juste et plus équitable, avec des services publics dignes de ce nom, parce que les services publics, c'est aussi une directive européenne, une demande de l'Europe, de privatiser, etc., parce que la privatisation, c'est la panacée. On a vu ce que ça donnait pour la SNCF, les trains en Angleterre, par exemple. Enfin, nos services publics qui étaient, il y a 20 ans, des exemples dans le monde entier, sont en train d'être démantelés petit à petit, en montant de plus en plus. On vous raconte n'importe quoi de façon à vous faire... On n'investit plus dans les services publics de façon à ce qu'ils se dégradent, et après on vous dit, vous voyez, ça marche pas. Voilà, donc on va les privatiser. La santé, c'est pareil, on va essayer de créer un marché de la santé privée qui sera de plus en plus important. Pour les anciens, pour les EHPAD, etc., c'est pareil. On amène petit à petit la privatisation maximum de tout ce qui concerne la santé, de ce qui concerne l'assistance, façon à faire payer un maximum aux gens. Ceux qui n'ont pas d'argent, eh bien, allez, qu'ils aillent au cimetière, quoi. Voilà. En fait, c'est un phénomène c'est un modèle de société qui est imposé de plus en plus, un modèle de société anglo-saxonne, où tout est privatisé, où ceux qui ont de l'argent s'en sortiront, la loi du plus fort, la concurrence libre et non faussée, on met tout le monde en concurrence, etc. Alors, à l'encontre de notre société traditionnelle à la française, que nous avons défendue pieds et ongles, enfin nos parents, nos grands-parents se sont battus pour avoir justement, à l'issue du Conseil national de la résistance, pour avoir une société plus fraternelle, plus juste, plus équitable, avec la sécurité sociale, avec les congés payés, avec tout ça, on l'a obtenu par la lutte, et maintenant on détruit tout par l'Europe. C'est l'Europe qui détruit ça. L'Europe, bien sûr, sous l'impulsion de toutes ces puissances d'argent, la banque, les banquiers, les grands groupes internationaux, etc. Mais bon, tant qu'on restera là-dedans, dans ce carcan, on sera dans cette société. On ne pourra pas s'en sortir autrement. Il faut en sortir. Alors, le bout du tunnel est aspri. Une fois qu'on aura repris notre destin en main, nous pourrons décider de ce qui est bon pour nous. À ce moment-là, on pourra voter, amener une représentation des Gilets jaunes à l'Assemblée nationale. On pourra demander éventuellement voter pour quelqu'un qui nous propose de sortir de l'Union européenne ou qui nous apporte des solutions justes et équitables, des solutions pour qu'on vive dans une société apaisée, qui apporte à chacun le juste dû de ce qui lui est dû en fonction de son travail, qu'il puisse vivre honnêtement, sainement et dignement surtout de son travail. C'est ce que demandent les gens, ni plus ni moins. Ils ne demandent pas des cents et des mille, ils demandent de vivre dignement de leur travail, de pouvoir vivre debout en homme digne. Voilà. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. C'est avec la fraternité et l'entraide. Et surtout, s'en sortir en dehors de ce carcan qu'est l'Europe.
Merci de m'avoir écouté. À bientôt.